Quand on pense à l'Écosse, certaines images nous viennent presque automatiquement à l'esprit. Des vallées couvertes de brume, des lochs sombres et silencieux, Nessie, des châteaux isolés battus par le vent. Cette vision du pays s'est construite à travers l'histoire, mais aussi à travers le cinéma. Des films comme Braveheart ou Highlander ont ancré l'idée d'une Écosse faite de clans, de combats et de territoires sauvages. Et la réalité n'est pas si éloignée du mythe. L'Écosse compte plus de 30 000 lacs et plus de 2000 châteaux disséminés à travers ses paysages. Pour cette nouvelle série, nous avons décidé de vous faire découvrir l'Écosse à travers 5 films. Les paysages sauvages des Highlands, la côte ouest, l'île de Skye, Glasgow et Édimbourg. Bienvenue en Écosse. L'Écosse occupe le tiers nord de l'île de Grande-Bretagne. Depuis l'acte d'union de 1707, elle fait partie de ce même État britannique, mais elle a conservé son propre parlement, son propre système juridique, sa propre culture. Une nation à part entière au sein d'un même État. Un peu plus de 5 millions d'habitants répartis sur un territoire fait de vastes espaces. Le pays se divise naturellement en deux. Au sud, les Lowlands, où se concentrent les grandes villes, Glasgow et Édimbourg. Au nord, les Highlands, là où le paysage bascule. Plus abrupt, plus ouvert, plus silencieux. À l'ouest, la côte s'effiloche en péninsule, en lac marin, en île. Notre point d'entrée, l'aéroport d'Édimbourg, au cœur des Lowlands. Nous atterrissons en fin de matinée. Bagages récupérés, voitures récupérées. Nous prenons la route. En Écosse, elle fait partie du voyage. Mais les distances peuvent être trompeuses. Les routes sont étroites, sinueuses, et les paysages attirent sans cesse le regard. Ici, même un trajet court peut prendre bien plus de temps que prévu. Premier arrêt à Falkirk. Au bord du canal Forth and Clyde se dressent les Kelpies. 2 immenses têtes de chevaux en acier, 30 mètres de haut. Elles rendent hommage aux chevaux Clydesdale, qui tiraient autrefois les barges le long de ce canal, le cœur industriel de l'Écosse du XIXe siècle. Mais leur nom vient d'ailleurs. Dans les légendes écossaises, les Kelpies sont des esprits des eaux. Des créatures capables de prendre la forme de chevaux pour attirer les voyageurs vers leur perte. Industrie et mythe, les 2 faces du pays, déjà réunies ici, à quelques kilomètres d'Édimbourg. Nous repartons, l'acier froid des Kelpies dans le rétroviseur. Direction Stirling. Arrivés, nous nous installons quelques minutes en terrasse. Devant nous, la ville paraît presque discrète. Mais derrière ces façades tranquilles, se cache l'un des lieux les plus stratégiques de l'histoire écossaise. Pendant des siècles, Stirling fut le verrou du pays. Celui qui contrôlait cette ville contrôlait le passage vers le nord,
le seuil entre les Lowlands et les Highlands. Nous terminons notre café et remontons à pied vers la vieille ville. La pente se fait rapidement sentir. Les rues se resserrent. Les façades anciennes semblent presque se pencher les unes vers les autres. Pierres sombres, pignons irréguliers. Des murs qui semblent avoir traversé les siècles sans vraiment bouger. C'est dans ces parages que l'histoire de l'Écosse a basculé. En 1297, sur le pont de Stirling, William Wallace repoussa l'armée anglaise, la bataille qui inspira Braveheart. Quelques kilomètres plus loin, à Bannockburn, Robert the Bruce scelle en 1314 l'indépendance du royaume. Mais en marchant dans ces rues, ce n'est pas l'histoire qui frappe, c'est l'atmosphère. La pierre usée par le vent, les ruelles silencieuses. Cette impression que la ville n'a jamais vraiment quitté le Moyen-Âge. Nous continuons jusqu'au cimetière de la vieille ville. Il s'étend sur la colline, juste à côté de l'église Holyrood, l'une des plus anciennes d'Écosse encore en activité. C'est ici qu'en 1567 fut couronné James VI. Il avait 13 mois. Il deviendra plus tard le premier roi à unir les couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Autour de l'église, les tombes descendent doucement sur la pente. Certaines pierres sont droites, d'autres penchent sous le poids du temps. La mousse efface peu à peu les noms. Sous nos pas reposent des générations de Stirling. Marchands, soldats, familles entières dont il ne reste parfois qu'une date gravée dans la pierre. Et face à nous, dominant le tout, apparaît le château. Massif, posé sur son éperon rocheux. Pendant des siècles, il fut l'une des principales résidences des rois d'Écosse. Nous nous contentons de l'observer depuis l'extérieur. Mais depuis cette hauteur, on comprend immédiatement pourquoi ce lieu était si stratégique. Toutes les routes semblent passer par ici. En redescendant vers la ville, 2 statues attirent encore le regard. Rob Roy MacGregor, l'homme des clans et des montagnes, et Robert Burns, le poète national, celui qui a donné une voix à l'âme écossaise, la plume et l'épée. Stirling concentre tout cela en quelques rues. Une ville, un passage, l'endroit où l'Écosse commence doucement à changer de visage, avant de basculer vers les Highlands. À peine sortis de la ville, les paysages commencent déjà à changer. La météo change tout aussi vite. En Écosse, le soleil, le vent et la pluie peuvent se succéder en quelques minutes. C'est pourquoi un imperméable est indispensable lorsqu'on voyage dans les Highlands. Les collines se rapprochent, les routes se rétrécissent, et la campagne écossaise s'ouvre devant nous.
Premier arrêt, le château de Doon. Une forteresse du XIVe siècle, remarquablement conservée, posée au bord de la rivière Tees. Des murs hauts, massifs, remarquablement bien conservés. Les amateurs de cinéma et de séries le reconnaîtront peut-être. Il a servi de décor à plusieurs productions, dont Monty Python and the Holy Grail et la série Outlander. En reprenant la route, une autre rencontre typiquement écossaise nous attend. Dans les pâturages apparaissent les célèbres Highland Cows. Avec leurs longues franges et leurs imposantes cornes, ces vaches sont emblématiques de la région. Nous nous arrêtons quelques secondes, juste le temps de les observer, nous ignorer. La route longe ensuite le lac Lubneg. Un lac long et étroit, encadré de collines boisées. Quelques aires permettent de s'arrêter pour admirer le paysage. Plus nous avançons, plus les paysages deviennent spectaculaires. La route A82 nous mène vers l'un des paysages les plus impressionnants d'Écosse, Glencoe. Souvent considérée comme l'une des plus belles routes panoramiques du pays, elle traverse un décor à la fois sauvage et monumental. La région est également un véritable paradis pour les randonneurs, avec d'innombrables sentiers qui parcourent les montagnes et les vallées autour du glen. Cette vallée glaciaire, sculptée il y a des milliers d'années, est aujourd'hui entourée de montagnes sombres et abruptes, qui s'élèvent brutalement depuis le fond de la vallée. Un peu plus loin, la route traverse une zone boisée où plusieurs petites cascades dévalent les rochers le long de la route. Rien de monumental, mais suffisamment pour donner envie de s'arrêter quelques instants et écouter le bruit de l'eau. Plusieurs points de vue permettent de faire de courts arrêts en chemin. Parmi eux, le Three Sisters Viewpoint, l'un des panoramas les plus célèbres d'Écosse. Ce nom fait référence à 3 arêtes marquées du massif de Baidin Nambian, alignées au-dessus de la vallée et évoquant 3 immenses sœurs veillant sur le glen. C'est un arrêt incontournable sur l'A82, parfait pour les photos, avec la rivière et les falaises basaltiques en arrière-plan. Mais Glencoe n'est pas seulement connu pour ses paysages. C'est aussi le théâtre de l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire écossaise. En 1692, des membres du clan MacDonald furent massacrés ici par des troupes gouvernementales après leur avoir offert l'hospitalité. Une trahison qui a profondément marqué l'histoire des Highlands. 38 hommes tués dans leur sommeil par ceux qui avaient partagé leur toit. Une trahison dans un pays où l'hospitalité était une loi. Trois éperons rocheux qui dominent la vallée et qui se découpent dans la brume. On découvre aussi le secteur du Ralston Cairn, où la route serpente au cœur des montagnes. On comprend rapidement pourquoi cette région est souvent utilisée comme décor de cinéma. En poursuivant vers l'ouest, les paysages deviennent plus sauvages encore. Au total,
Depuis Stirling jusqu'à notre hébergement, nous aurons parcouru environ 110 miles, soit un peu plus de 175 km. Mais en Écosse, les distances ne veulent pas toujours dire grand-chose. Les routes sont étroites, sinueuses, et les paysages donnent sans cesse envie de s'arrêter. Ici, la route fait partie du voyage. Lorsque nous arrivons à notre hébergement pour la nuit, la journée touche déjà à sa fin. Le lendemain matin, la lumière entre doucement. Dehors, plusieurs lapins traversent la pelouse sans se presser, indifférents, parfaitement à leur place. Il y a quelque chose de reposant dans cette indifférence, un monde qui existe sans nous et qui continue. On reprend la route. Le Ben Nevis culmine à 1345 mètres et constitue la plus haute montagne d'Écosse, du Royaume-Uni et de toutes les îles britanniques. Son sommet est très souvent caché par les nuages, ce qui lui vaut d'apparaître et de disparaître régulièrement dans la brume des Highlands. On l'aperçoit sans vraiment le voir, comme si la montagne décidait de ce qu'elle montre et de ce qu'elle garde. On ne s'arrête pas longtemps. Peu après le village d'Invergarry, apparaissent les ruines du château d'Invergarry, posées au bord du Loch Oig. Il ne reste aujourd'hui que quelques murs de cette ancienne forteresse du clan MacDonald, mais l'endroit conserve une atmosphère particulière. Certains lieux n'ont pas besoin qu'on s'y attarde pour s'imposer. Plus loin, le Loch Lochy, l'un des lacs qui composent le Great Glen, cette faille naturelle qui traverse l'Écosse du nord-est au sud-ouest, comme une cicatrice géologique. L'eau est sombre, le reflet net. On s'arrête le temps de regarder, puis on repart. Au bord de la route, des lamas. Personne ne sait vraiment ce qu'ils font là, mais ils sont là, impassibles, dans ce paysage qui n'avait rien demandé. L'Écosse réserve ce genre de surprise. Nous arrivons à Fort Augustus, à l'extrémité sud du Great Glen. Aujourd'hui, le village semble paisible. Mais son nom rappelle une autre époque, celle des clans, des rébellions, des forts militaires qui quadrillaient les Highlands pour les tenir sous contrôle. Du fort, il ne reste presque rien. Les pierres ont servi à bâtir une abbaye bénédictine du XIXe siècle, exactement au même endroit. L'histoire militaire a disparu sous des murs plus paisibles. Aujourd'hui, c'est le canal qui structure le village. Le Caledonian Canal relie la mer du Nord à l'Atlantique en utilisant les lacs du Great Glen. Ici, 5 écluses successives permettent de franchir près de 20 mètres de dénivelé. Un escalier d'eau en plein centre du village. Le soleil perd son fin. Les vannes s'ouvrent, l'eau monte. Les bateaux s'élèvent par paliers successifs sous les regards des passants. C'est lent, précis, presque hypnotique. Nous nous installons en terrasse. Un moment où le voyage cesse d'accélérer. Et nous avec lui.
À quelques kilomètres au nord, Invermoriston. On s'y arrête pour aller observer de plus près un pont de pierre à arche unique qui enjambe les rapides de la rivière Morriston. Construit en 1813 par Thomas Telford, le même ingénieur que le canal de Fort Augustus. En dessous, l'eau s'accélère entre les rochers. Le fracas de la rivière résonne sourdement contre les arches en pierre. L'eau bouillonne, crache de l'écume, et on sent les embruns frais remonter jusqu'au parapet. À la bonne saison, on peut y voir les saumons remonter le courant, bondissant hors de l'eau pour franchir les chutes. Le bruit de la rivière encore dans les oreilles, nous reprenons le volant. Quelques kilomètres plus loin, les arbres s'écartent pour dévoiler une étendue d'eau presque noire, immobile et qui semble infinie. Nous voici sur la rive sud du Loch Ness. On a beau connaître l'histoire, savoir que tout est parti d'une supercherie. Face à cette étendue sombre, l'irrationnel reprend le dessus. On fixe l'eau. Et au fond, on ne peut s'empêcher d'espérer voir une ombre percer la surface. Et c'est bien là toute la puissance de ce mythe. Le loch est long, étroit, profond de 227 mètres. L'un des lacs les plus volumineux d'Europe en termes de masse d'eau. L'été, ses eaux restent à 9 degrés. Opaques. C'est justement cette opacité qui a nourri le mythe. Nessie est née en 1934 d'une photo publiée dans le Daily Mail. Une silhouette sombre émergeant de l'eau, aussitôt baptisée la photo du chirurgien. Elle s'avéra être un canular monté de toutes pièces, un modèle fabriqué à partir d'un jouet, fixé sur un sous-marin miniature. L'aveu ne vint qu'en 1994. Mais le lac n'a pas besoin du monstre pour impressionner. Il suffit d'en suivre les rives pour comprendre pourquoi les légendes s'y sont installées. À Drumnadrochit, nous faisons un arrêt inattendu. Le Great Glen Distillery se présente comme la plus petite distillerie artisanale d'Écosse. Et en poussant la porte, on comprend pourquoi. Une ancienne boutique reconvertie, un seul alambic poli à la main qui tient dans la pièce. La visite se fait en comité restreint. On nous y explique comment les botaniques sont sélectionnés. In our flavour baskets, because it's Inverness, is golden chanterelle mushrooms, lingonberry, which is a little red currant, okay, sugar kelp, which is a seaweed. In here is elderflower. Comment chaque lot est macéré, distillé, mis en bouteille et étiqueté ici même, manuellement, en quelques centaines d'exemplaires seulement. And the liquid becomes a vapour. The vapour goes up here, down here, gently steaming and infusing all these beautiful flavours in here. Down here, into this lovely cool pipe. Ce n'est pas du whisky qu'on fabrique ici, c'est du gin. Un gin qui porte vraiment son territoire. L'eau vient du Loch Ness. Les plantes poussent autour. On repart avec une bouteille. C'est le genre de pause qu'on ne planifie pas et qu'on ne regrette jamais.
Juste à côté se trouve le Loch Ness Center, le musée officiel dédié à la légende de Nessie. Pour ceux qui veulent comprendre l'histoire du mythe dans le détail, la première mention de cette créature fantastique remonte à l'année 565. Les expéditions de recherche, les technologies de sonar déployées, les témoignages accumulés depuis des siècles. Inverness se situe à l'embouchure de la rivière Ness. C'est la capitale des Highlands. Elle n'a ni la puissance d'Édimbourg, ni l'énergie industrielle de Glasgow. Mais elle n'essaie pas de rivaliser. Ici, le rythme est différent. On marche, sans hâte, laissant la ville nous envelopper doucement. Le château domine les rives de la rivière depuis son promontoire rocheux. Une silhouette massive, aux teintes rosées, visible depuis presque tout le centre-ville. Construit en grès rouge en 1836 par l'architecte William Byrne, il remplace une forteresse médiévale du XIe siècle, détruite plusieurs fois, notamment par les Jacobites en 1746. Il abritait un palais de justice et une prison. Rénové, il est ouvert au public depuis fin 2025 avec l'Inverness Castle Experience, exposition immersive, vue panoramique et histoire des clans MacDonald and Fraser. On longe la Ness. L'eau coule, calme, presque murmurante. Les clochers ponctuent les rives. Depuis des siècles, Inverness est un centre spirituel et administratif des Highlands. L'architecture victorienne en a fixé les contours. Un pont, des vitrines, le bruit discret d'une ville qui vit à son échelle. Le Victorian Market, construit en 1870, s'ouvre sous ses verrières comme un refuge intérieur. Une constellation de petites enseignes indépendantes, des odeurs de pain frais et de friture qui se mêlent. On s'y installe pour manger. Un fish and chips. Simple, chaud, croustillant. Inverness ne cherche pas à impressionner. Elle accueille. Et parfois, c'est suffisant. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Inverness, un village discret. Bewley viendrait du vieux français Beaulieu. En restant quelques minutes, on comprend pourquoi. Et au fond d'une place, on découvre les ruines d'un prieuré. Fondé au XIIIe siècle par des moines vallombrossins, il ne reste que les murs extérieurs et une nef ouverte au ciel. L'herbe pousse entre les pierres. Les fenêtres gothiques encadrent la lumière comme des cadres sans vitraux. Le vent circule librement là où il y avait autrefois des champs. Mary Stuart, reine d'Écosse au XVIe siècle, serait venue ici lors d'un déplacement dans les Highlands.
La nuit approche et nous prenons la route en direction de notre hébergement. En chemin, le long du Loch Ness, nous découvrons en contrebas de la route les ruines du château Urquhart. Bien avant ce château du XIIIe siècle, une fortification occupait déjà ce promontoire. Pendant des siècles, il a changé de camp, écossais, anglais, clans rivaux. En 1692, il est partiellement détruit pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Jacobites. En arrivant à notre logement, devant nous, un chevreuil. Il ne bouge pas tout de suite. Il regarde et nous laisse juste le temps de dégainer notre téléphone et de le filmer un bref instant. Puis disparaît dans la forêt. Demain, nous quittons ces terres pour rejoindre une île battue par les vents, façonnée par la roche et l'eau. Un territoire que beaucoup célèbrent comme l'un des paysages les plus spectaculaires d'Europe. L'île de Skye. À bientôt pour de nouvelles découvertes.